Dans cette deuxième partie du chapitre 5 sur les troubles dépressifs et les troubles bipolaires, on va voir quels sont les facteurs à l'origine de ces troubles-là. Dans le fond, quand on parle de facteurs, on pourrait dire les causes probables. On va parler aussi des traitements que l'on peut proposer aux gens atteints de ces types de troubles. Les troubles dépressifs et les troubles bipolaires appartiennent, oui, à une personne. Une personne est atteinte. Mais cette personne-là, elle n'est pas seule au monde. Alors, la maladie de cette personne-là peut affecter tout le monde autour, dans sa famille, parmi ses proches, parce que, justement, on est liés les uns aux autres. L'image que je vous mets là, je pense aux bipolaires, parce qu'on dit souvent que ce sont les montagnes russes. Puis il y en a qui ont des montagnes russes plus ou moins hautes, plus ou moins grosses, plus ou moins rapides. Eh bien, c'est ça. Quand on est accompagné là-dedans, eh bien, il y a moins de vertige. Je vous dirais, moins de vertige. Donc, le réseau de soutien est vraiment important. Et les personnes qui vivent avec des personnes qui ont ces problèmes-là, elles aussi ont parfois besoin d'avoir un support psychologique ou même ça peut se présenter sous forme de groupe d'entraide, groupe de soutien pour proches d'une personne atteinte de troubles de santé mentale de type dépressif et bipolaire. Avant de vous parler des causes, j'aimerais vous parler de la prévalence des troubles de l'humeur dans la population. Donc, qui en souffre le plus et dans quelle proportion? Ce qu'on a remarqué premièrement, c'est que dans les troubles de l'humeur, c'est la dépression caractérisée qui est le trouble le plus fréquent. La dépression caractérisée, c'est celle qu'on appelait avant la dépression majeure. Ce qu'on remarque donc, c'est que les troubles bipolaires apparaissent bien en deçà des taux de dépression majeure. Donc, c'est beaucoup moins fréquent, les troubles bipolaires. Au niveau des hommes, des femmes, ben, on voit qu'il peut y avoir au moins 17% des femmes qui disent qu'au cours de leur vie, ils ont vécu un épisode dépressif. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dépressifs de façon chronique. Donc, ce ne sont pas nos dysthymiques. Ce ne sont pas non plus des personnes qui vont en fait des récidives, si on veut, de dépression caractérisée. Donc, ça revient, des rechutes, qu'on pourrait dire. 17%. Chez les hommes, c'est moins, un peu moins. En fait, pas mal moins. On a quand même 6% de moins. Je vous rappelle que les hommes, c'est beaucoup plus difficile de savoir s'ils sont dépressifs. Ils ne le nomment pas toujours et les symptômes peuvent être différents. Un peu comme quand on va voir par rapport aux personnes âgées. Les dépressions, c'est peu fréquent durant l'enfance, mais ça peut arriver. Il y en a très peu. Là, on va voir l'augmentation des dépressions, c'est à partir de l'adolescence et après ça, dans l'âge adulte. Les taux vont augmenter. Adolescence, beaucoup plus les filles que les garçons. Donc, nos jeunes filles, les changements hormonaux peuvent être en partie en cause, mais aussi au niveau de l'estime de soi et de l'image de soi. C'est ça qui va être plus déterminant chez l'adolescente, beaucoup plus préoccupée par ces changements corporels qui entraînent aussi des changements sociaux, vraiment. Parce que l'image de la femme, l'image de la future jeune femme est très, comment je dirais ça, on a beaucoup d'attentes de perfection pour la jeune fille, puis il y en a qui peuvent être lourdement affectés. N'oubliez pas que si la personne a des prédispositions héréditaires, ces enjeux-là vont être beaucoup plus présents chez notre adolescente. Puis ça va entraîner d'autres types de problématiques, dont l'anorexie mentale et la boulimie. Ensuite, je vous dis que, bon, donc c'est peu fréquent chez l'enfant, ça va affecter les deux sexes à tous les âges de la vie, mais plus fréquent, comme je vous le disais, chez la femme adulte et maintenant chez l'homme âgé. Donc, il va toujours y avoir encore des femmes, même âgées, qui vont souffrir de dépression, mais dans ce cas-ci, les hommes âgés sont plus sujets à ça que la femme âgée. D'ailleurs, la femme âgée vit plus longtemps que l'homme âgé, mais on pourrait dire en meilleure santé mentale du côté des troubles de l'humeur, en tous les cas. Les caractéristiques que l'on va voir symptomatiques chez la personne âgée, qui vont se rajouter, ben, ce qu'on appelle l'agitation. Donc, une certaine tension, une nervosité qui n'était pas là avant et qui est beaucoup causée par des réminiscences
On revient dans le passé, des ruminations. Les réminiscences, c'est de revoir des choses du passé, un peu comme dans les cas des états de stress post-traumatique, mais eux, c'est plutôt je vous dirais, de la rumination. On revient sur qu'est-ce qu'on a passé à côté dans la vie et tout ça. Ils vont avoir de la difficulté à dormir. Donc, grand-papa, grand-maman, ils peuvent s'endormir rapidement, ils vont se coucher tôt, hein, à 8h30, ils sont couchés. Mais à 10h, là, ils sont relevés debout, puis ils vont piloter jusqu'à 3h du matin. Ils vont finir par se recoucher, ils vont se relever à 5h, donc les cycles du sommeil sont lourdement affectés. Et la fameuse hypocondrie va être plus fréquente chez les personnes qui avancent en âge, donc avoir peur d'être atteint d'une maladie grave. Pourquoi? Bien, parce que souvent, les maladies graves apparaissent plus tardivement dans la vie des gens aussi. Ils voient des gens autour d'eux qui décèdent des suites de maladies. Ça les préoccupe énormément. Puis, donc ça fait partie de leurs symptômes. Qu'est-ce qu'on voit aussi chez la personne âgée par rapport aux troubles dépressifs? Bien, il y a une espèce de cercle vicieux qui s'installe. Les personnes deviennent de plus en plus isolées socialement. Ils se préoccupent de leur perte de force physique. Parfois même, bien, cette perte de force physique-là va les amener à avoir des blessures, des fractures. Puis quand on sait qu'une personne âgée a une fracture de la hanche, c'est très invalidant. Bien, ça va entraîner la dépression. Puis le fait d'être déprimé, ben, tu t'isoles davantage, tu bouges plus, tu t'affaiblis encore davantage. Et puis tout ça, ça va augmenter le maintien de la dépression, l'augmentation et le maintien de la dépression dans lequel ce cycle-là dans lequel ils étaient, on pourrait dire, embarqués bien malgré eux. Les causes des troubles de l'humeur. Vous vous rappelez qu'on a parlé de facteurs que l'on disait prédisposants. Il y avait des facteurs précipitants et puis des facteurs de maintien. Là, dans les causes possibles des troubles de l'humeur, les facteurs qui sont prédisposants, comme on dit, ça serait la biologie. Donc, ton hérédité. Je dis ton hérédité. Je ne te souhaite pas d'avoir une hérédité dans laquelle les troubles de santé mentale de type troubles de l'humeur sont présents. Mais si dans ta famille, premier degré, deuxième degré, il y a des personnes qui ont fait des dépressions majeures ou souffrent de bipolarité, eh bien, il y a des chances que tu sois atteint. C'est un facteur prédisposant. Ça ne veut pas dire nécessairement que tu vas être atteint, mais il y a quelque chose dans tes gènes qui te rend plus vulnérable. Donc, facteur héréditaire. Puis dans ces facteurs héréditaires-là, ce qu'on peut remarquer, c'est dans le fond la production de certains neurotransmetteurs qui n'est pas adéquate. On parle de sérotonine, norépinéphrine, sont des neurotransmetteurs impliqués dans les troubles de l'humeur. On pense aussi qu'il pourrait avoir l'influence d'autres systèmes, des systèmes qu'on appelle endocriniens, donc les glandes. On a parlé de troubles de l'humeur qui sont associés au cycle menstruel de la femme. Eh bien, oui, mesdames, vos ovaires produisent des hormones et cette fluctuation hormonale-là peut entraîner des problématiques dans les troubles de l'humeur. Au niveau de la testostérone, il n'y a pas de fluctuation comme telle chez l'homme. Il peut y avoir des hauts taux de testostérone, mais on ne l'attribuerait pas à des troubles de l'humeur. On pourrait souligner peut-être une présence de plus grande agressivité, mais ça n'expliquerait pas tout, là. Tu ne vas pas être un grand dépressif parce que tu as trop de testostérone ou un hyper agressif parce que tu as trop de testostérone. Il y a un lien qui est fait entre testostérone et agressivité, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout pour expliquer en fait les comportements. Tu vas avoir la tendance agressive, tu vas avoir des comportements agressifs. N'oublions pas. Pour illustrer qu'est-ce qui serait finalement les facteurs prédisposants héréditaires, j'ai pensé vous mettre une vitre cassée. Une vitre qui est fragilisée. Ça vous est sûrement déjà arrivé, et plus avec votre voiture, d'autant plus que c'est très certainement quand ça faisait pas longtemps que tu avais ta voiture. Hein? Tu reçois une belle roche dedans ton windshield, patao, OK? Ça fait un petit trou, une petite ligne. Bien, tu passes l'hiver avec ça, ça craque, ça grandit. Ben, c'est un petit peu ça. La vulnérabilité biologique que la personne a quand elle a des prédispositions aux troubles de l'humeur. C'est comme la petite craque qui peut
dégénérer si on ne prend pas soin de la patcher. Excusez l'expression, là. Mais c'est ça, va faire réparer ta petite craque, là. En tout cas, mets de la petite potée pour qu'elle ne grandisse pas. Tu vas être capable de passer bien des hivers. Même chose avec nos humeurs, notre cerveau, notre pensée. C'est ça. Nous avons donc nos facteurs prédisposants, qui sont des facteurs biologiques héréditaires. Et nous avons aussi des facteurs qui sont précipitants. On peut ne pas avoir de facteurs prédisposants et quand même se précipiter dans la dépression. Et les personnes qui ont déjà des facteurs prédisposants, disons que ça va prendre peut-être un petit peu moins de pression pour qu'ils se catapultent dans les troubles dépressifs. Alors, la fameuse théorie interactionnelle, qu'est-ce qu'on nous dit qui peut nous amener là? Hostilité et contrariété progressive de la part du réseau de soutien. Dans le réseau de soutien, c'est le milieu dans lequel tu vis. Tes amis, ta famille, ça peut être ton milieu de travail. Les gens autour de toi, en principe, ils sont là pour être nourrissants et soutenants. Quand tu vis des difficultés, ces gens-là devraient être là pour toi, te comprendre et t'aider à passer au travers tes difficultés. Je peux vous donner un exemple. Si moi, à un moment donné, je vis des choses dramatiques dans ma vie personnelle, je veux dire perdre d'un enfant, c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui est dramatique dans la vie d'un parent, ça va comme à l'encontre de la normalité. Tu n'es pas supposé de voir ton enfant mourir avant toi. Eh bien, je peux m'attendre que la famille autour de moi, mes frères, mes sœurs, mes parents, s'ils sont encore vivants, vont me soutenir là-dedans, et même au niveau de mon milieu de travail. Des gens qui sont des connaissances, ne sont pas toujours des amis, mais on va me dire, par exemple, je vais aller voir au service du personnel, dire je dois prendre un congé parce que là, mon enfant est en fin de vie. Et puis le milieu de travail va dire oui, fais ça, oui, tu en as besoin, prends le temps qu'il te faut. Le médecin que je consulte, la même chose, on m'offre un support d'intervenant en psychothérapie, un psychologue ou un travailleur social qui va venir prendre soin de mon âme, sauver mon âme. Ça va être ces soutiens qu'on s'attend. Il y en a qui se retrouvent dans des milieux qui sont carrément hostiles. Alors, on te bouscule, on t'empêche de vivre des choses qui pour toi te rendraient heureux. On te met les bâtons dans les roues, je vous dirais. On te rejette. On te refuse des accès à des soins, même des soins professionnels, parce qu'on juge que tu ne mérites pas, tu n'en as pas de besoin. En tout cas, il y a toutes sortes de façons de bloquer le développement harmonieux d'une personne. Puis c'est ça qui fait qu'on n'a pas de soutien de notre supposé réseau de soutien. On parle aussi d'événements traumatisants et différents stress de la vie. Les stress financiers, c'est très important. Des gens qui ont fait parfois des mauvais choix pensant que c'était des bons choix, que ce soit des placements à la bourse ou qui se sont engagés dans des dépenses qu'ils pensaient être capables d'assumer. Achat d'une maison ou achat d'un commerce, par exemple. Achat d'un commerce dans un domaine qui, présentement, est en baisse ou qui a des... Comment je dirais ça? Il y a des risques de faillite. Je pense, par exemple, aux restaurants, les bars, qui, dans la période de la COVID, on ferme. On ferme, même si on dit temporairement, c'est des pertes importantes. Ça, là, c'est un stress important pour la personne qui s'est engagée dans ça. Alors, on a ça qui peut nous amener à nous précipiter dans la dépression. L'impuissance acquise, impuissance apprise, c'est la même chose. C'est aussi un concept qui est intimement lié à la dépression. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les premiers diaporamas que je vous ai présentés, il y avait un petit lien où un jeune homme nous expliquait le conditionnement. Puis les conditionnements, il a parlé justement de l'impuissance apprise avec un chien qui subissait des chocs électriques puis qui ne se déplaçait plus d'une pièce à l'autre alors qu'il pouvait facilement traverser dans l'autre pièce. Il ne bougeait plus, il fallait qu'on le prenne dans nos bras pour le déplacer. Eh bien, on peut reproduire ce modèle-là chez l'humain. Je peux vous donner un exemple, vraiment un exemple concret d'une personne que j'ai connue. C'est un père de famille qui est parti travailler
dans une mine, mais à l'autre bout du pays. Vraiment, il s'en allait en Colombie-Britannique. Il a travaillé un certain temps, mais il s'est comme éloigné de sa famille. Lui, c'était une personne qui comptait énormément sur le soutien, on dirait quasiment physique des gens autour de lui. Il a besoin de voir sa famille. Alors, il a quitté un travail pour lequel ça allait très bien, il gagnait très bien sa vie, mais pour revenir en région. Quand il est revenu en région, il ne s'est pas trouvé de travail instantanément. Il est tombé dans une période où on n'avait pas besoin de son expertise, même dans le milieu des mines. Il appliquait, il appliquait, il appliquait, il n'y avait jamais de rappel par rapport à lui. On ne sélectionnait plus son CV. À un moment donné, il s'est mis à arrêter d'en envoyer. Parce que à chaque fois qu'il en envoyait, il attendait, puis on ne l'appelait pas. Alors, plutôt que de recevoir une claque d'en face, de dire non, on n'a pas besoin de vous, il a arrêté d'envoyer des CV. Et puis, il a arrêté même de chercher n'importe quel autre type d'emploi. Il est carrément tombé dans la dépression caractérisée, puis ça s'est chronicisé jusqu'à la fin de sa vie. Cet homme-là, tristement, s'est enlevé la vie alors qu'il n'avait que 68 ans. Tu dis, ben, c'est vieux, 68 ans. Hey, non, c'est pas vieux. Je m'en vais vers là, puis j'espère dépasser ça encore de 20 ans, moi, là, le 68 ans. Donc, le désespoir dans lequel il a été plongé parce qu'il a perdu son statut et son estime de lui-même, ça l'a amené là tout doucement. L'alcoolisme aussi, c'est devenu une problématique, devenu un symptôme de la dépression. Il a essayé de s'automédiquer. Et puis, ça lui a été comme fatal à un moment donné, le drame de sa vie, c'était ça. C'était la perte de son emploi, la perte de son estime. Il se sentait plus quelqu'un d'important pour personne. Alors, c'est triste, mais ça s'appelle l'impuissance apprise ou acquise. Tu finis par ne plus rien faire pour t'en sortir. Parce que tu dis que tu t'en sortiras jamais. OK, c'est à votre tour maintenant de me donner un exemple d'impuissance apprise ou impuissance acquise. Et l'élément que je vous donne pour démarrer votre réflexion, c'est la solitude. Parlez-moi de quelqu'un qui vit le triste état de la solitude. En quoi est-ce possible que ça provienne de l'impuissance acquise? Nous avons donc vu ce qui nous prédisposait, ce qui nous précipitait, et maintenant, on va voir qu'est-ce qui nous maintient dans la spirale de la dépression. On peut parler des théories de l'apprentissage. Théorie de l'apprentissage, parce que là, on va parler vraiment du volet psychologique. Théorie de l'apprentissage, ce qu'on nous dit, c'est qu'on est conditionné. On est conditionné à se déprimer, si vous voulez. Bon, qu'est-ce qu'on va marquer? Manque de renforcement, affectant le degré de motivation et provoquant des sentiments de dépression. Si justement, moi, je rêve dans la vie de devenir actrice, j'ai beaucoup de talent, selon mon professeur de théâtre, mais que mes parents, eux, ils jugent que c'est pas un métier acceptable. Pourquoi? Parce que pour eux, je vais crever de faim. On prend très peu de gens dans le domaine artistique qui vont se distinguer puis qui vont mener une carrière fulgurante, là, c'est vrai, là. Mais moi, c'est ma passion, le théâtre. Mais ils me disent non, je ne paierai pas des études en théâtre, c'est pas vrai, là. Tu vas pas aller à l'université ou à l'école de l'humour, ou en tout cas, peu importe. Je ne vais pas te payer des études pour aller là-dedans. Alors, on me renforce pas à aller de l'avant. On me renforce à faire autre chose. Et surtout, on me punit d'avoir l'idée d'aller de l'avant dans ce milieu-là. Ça, c'est clair que la personne, ça peut la rendre triste à un moment donné parce qu'il a l'impression qu'il va passer à côté de ses rêves, à côté de sa vie. Il y en a qui, heureusement, vont se raccrocher à leurs rêves, vont trouver les moyens de les réaliser. Mais on n'a pas tous cette capacité-là. Quand tu n'as pas de soutien, puis que le soutien que tu as va à l'encontre de tes souhaits, eh bien, oui, on va décrocher carrément, puis on va avoir l'impression d'être passé à côté de notre vie. On se sent un raté. Même si on a une profession dans laquelle on se débrouille bien, on est malheureux. Puis, quand tu es malheureux, ben, tu es déprimé. Tu as appris à être déprimé.
part le conditionnement, vous rappelez-vous de ce qui peut devenir un apprentissage? Un apprentissage dans le cas de la dépression? Ben, pensons juste à l'imitation. Si vous avez comme facteur prédisposant une hérédité de personnes dépressives, tu as hérité de traits dépressifs provenant de ta mère plus de ton père, tiens, bingo, on t'envoie ça, et qu'en plus, tu vis avec ces personnes-là, tu les vois aller, tu les vois fonctionner. Puis on a remarqué là, que les premières expériences de vie de l'enfant sont liées à l'attachement, mais une maman déprimée a de la difficulté à se lier à son enfant, puis son enfant à ressentir la chaleur humaine, le désir que la mère a de prendre soin de l'enfant. Je vous ai parlé des dépressions postpartum. Bien, ça va jouer aussi dans la construction psychologique que l'enfant va se faire de son identité, de qu'est-ce qu'il vaut. C'est tout à fait inconscient, mais il le ressent quand même. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les expériences de vie commencent à se construire dès la première relation entre l'enfant et sa mère et ses parents, dans le fond, ceux qui prennent soin de lui. Il va vivre des déceptions parce que la personne ne répond pas rapidement et efficacement à ses besoins, parce que tout ce qu'il y a pour communiquer, c'est ses pleurs. Et puis la personne qui va en prendre soin va être très distante affectivement parce qu'elle est trop prise par sa propre douleur. Puis, quelque part, elle va en créer aussi chez l'enfant par cette négligence-là de contact affectueux. Je ne sais pas si vous me suivez un peu de ce qui se passe. Puis il voit toujours dans le visage de sa mère une tristesse ou elle a un regard fuyant. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là pour lui. Puis ça, ça s'imprime. Un petit exercice amusant pour vous. Je vais vous présenter le premier lien vidéo sur YouTube. On voit un enfant, un très jeune enfant, qui pleure pendant que sa maman chante une chanson aux paroles tristes. Alors, vous allez m'expliquer pourquoi ce bébé-là devient si déprimé. Est-ce un enfant surdoué sur le plan émotionnel et cognitif parce qu'il comprend toutes les paroles tristes de la chanson, triste que la maman lui chante tristement? Ouais, est-ce que c'est ça? Dites-moi pourquoi. Et si vous voulez un indice, vous regarderez le deuxième lien. Là, celui-là devrait vous faire sourire. C'est un indice pour vous dire qu'est-ce qui se passe. Puis pourquoi bébé devient déprimé. Les théories de l'apprentissage peuvent nous expliquer en partie pourquoi on se maintient dans un statut dépressif. Mais il y a d'autres théories qui peuvent l'expliquer aussi, dont la théorie cognitive. Dans ce cas-ci, on parle de triade cognitive de la dépression. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des croyances négatives que l'on entretient par rapport à nous autres mêmes, des croyances par rapport à l'environnement dans lequel on vit, on évolue, et face à notre avenir. Les éléments se retrouvent tous ici pour expliquer un peu ce qui se passe. On dit vision négative de soi, se percevoir comme quelqu'un qui est sans valeur, déficient, inadéquat, indigne. Bon, finalement, là, tu te perçois comme nul. Vision négative de l'environnement, percevoir l'environnement comme imposant trop de demandes ou présentant des obstacles impossibles à conquérir, entraînant toujours l'échec et la perte. Le monde dans lequel je vis est un monde inhospitalier. Je n'obtiendrai pas de soutien de la part des autres. Et vision négative de l'avenir, là, c'est percevoir l'avenir sans espoir, se croire impuissant à changer les choses. Ça va toujours être comme ça. Je vais toujours être dans le marde. Vous savez l'expression « je suis né pour un petit pain », là? C'est ça. La vision négative de l'avenir, c'est ça. Comme, on dit « on est comme on est », NAIT, on est EST comme on est, NAIT. Si je viens d'un milieu très défavorisé intellectuellement, socialement, émotionnellement, en tout cas défavorise tout, je vais grandir là-dedans, je vais rester comme ça, puis je vais me reproduire là-dedans. Tiens, vive la triade cognitive. À partir de la citation de Mère Teresa, ici, j'aimerais ça que vous me la découpiez en petites parties qui touchent justement la triade cognitive de la dépression. La citation « Le sentiment de ne pas être aimé est la plus grande des pauvretés.
Alors, vous allez me ressortir. Vision négative de soi, vision négative de l'environnement et vision négative de l'avenir qui fait que la personne, elle est pauvre parce qu'elle est mal aimée. Bon, la représentation ici des facteurs impliqués dans les troubles dépressifs et les troubles bipolaires. Je vous le rappelle, il y a des facteurs prédisposants. Ça touche l'hérédité, ton système nerveux, les conditions neurologiques, si vous voulez, chimiques de votre cerveau qui sont impliquées dans le déclenchement de la maladie, des maladies, parce qu'on parle aussi des troubles bipolaires, troubles dépressifs et troubles apparentés. Les facteurs précipitants, là, je vous précise une petite chose. Ils marquent événements de la vie, traumatiques et stress. En fait, on parle aussi de pertes réelles ou de pertes symboliques. Ça naît des facteurs précipitants. Une perte réelle, c'est quelqu'un, quelque chose qui t'a échappé ou qui est sorti de ta vie. Les deuils, ça en fait partie, on dit un deuil, c'est une forme de dépression. Il y en a parfois que le deuil va se chroniciser aussi. On reste dans la dépression, là on tombe vraiment dans la dépression caractérisée qui se chronicise. Donc ce sont des pertes, mais ça peut être des rêves, quelque chose que tu voulais faire, un projet, ça peut être aussi par rapport à toi-même. Comment tu pensais que tu étais ou par rapport à tes habiletés. Ça va aussi dans le sens des rêves, là. Mais il y a des transformations au niveau de toi-même, ton image de toi, qui peuvent t'affecter lourdement puis devenir le facteur précipitant. Un accident, par exemple. Un accident où tu aurais perdu des facultés. Une maladie qui a affecté ton développement. Donc, des choses comme ça, puis ça change aussi au niveau de l'image de soi. Ça en fait partie. Donc, ce sont des pertes réelles ou symboliques. Et puis là, bon, le facteur de maintien, pourquoi ça reste comme ça? Si dans les facteurs précipitants, il constitue quelque chose qui reste là, puis qu'il n'y a pas de changement au niveau, par exemple, de l'image de soi, qu'il n'y a pas de modification, puis on continue d'être triste par rapport à cette nouvelle image qu'on a de nous-mêmes, on le maintient, là. Voilà. On reste une vision négative de nous-mêmes. Et ça, c'est du cas par cas. Hein? N'oubliez pas que c'est subjectif. La façon dont les gens vivent le même type d'expérience, eh bien, c'est très, très subjectif. Pour certains, ça va être un défi de la vie, puis pour d'autres, ça va au contraire être un obstacle pour l'avenir. Ici, je vous illustre avec l'image, et bien sûr la citation en dessous, qu'est-ce qui est la solitude? En fait, je vous parlais un peu plus tôt que les personnes âgées qui avancent en âge, les pertes pour elles sont plus fréquentes. Quand on avance en âge, on vieillit et il y a plus de décès chez les personnes âgées que chez les personnes beaucoup plus jeunes. Ça peut arriver qu'il y ait des décès pour X raisons, des accidents, des suicides. Mais chez la personne âgée, ils sont comme beaucoup confrontés à des pertes. Et la perte, pour certains, va entraîner aussi la solitude. Quand je vous disais que l'homme souffrait beaucoup plus de dépression quand il avance en âge, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus de difficultés à maintenir des liens avec les autres, des liens significatifs dans lesquels il peut se dévoiler. L'homme n'est pas la bibite qui a de la facilité à se dévoiler, pas tous. En tout cas, il y en a que oui, qui sont très proches d'eux-mêmes, sont très conscients de qui ils sont, puis de leurs besoins, puis ils sont capables de les exprimer. Mais il y en a beaucoup que non. Donc, ils restent seuls avec leur tristesse. Puis la tristesse est associée aussi à cette solitude-là. On a notre fameuse spirale dans laquelle la personne va embarquer. Plus elle se sent seule, plus elle s'isole, plus elle s'isole, plus elle se sent seule. C'est ça. Donc, le meilleur moment de solitude serait d'être seul, comme si nous étions deux. Donc, d'apprivoiser la solitude et se sentir bien avec soi-même, sans avoir constamment besoin d'avoir quelqu'un tout près de soi. Ça, c'est difficile, hein? Nos dépendants affectifs, là, on ne tolère pas beaucoup ça.
Je vais vous en reparler. Voici une très belle représentation de nos troubles bipolaires, en fait, ce qui se trouve apparenté aux troubles bipolaires. Bipolaire 1, bipolaire 2, et puis la fameuse cyclothymie. Chacun des tracés ici nous montre les vagues émotionnelles, du haut au bas, donc de la manie à la mélancolie. Ici, on marquait dépression majeure, là, mélancolie. Bipolaire type 1, vous voyez que ça monte vraiment dans l'épisode maniaque. Dans cette représentation-là, c'est par rapport à une personne. Pas chanceuse, elle a fait 4 épisodes maniaques, puis elle est tombée en dépression majeure à chaque fois. Donc, on dit plus c'est haut, plus c'est bas. Ça, c'était pour cette personne-là, elle en a eu 4. Mais il peut y avoir juste un épisode maniaque, là. Puis après ça, on remonte un petit peu, mais on retombe aussi dans la dépression. Les autres, ils nous ont fait un package deal, là, que cette personne-là, elle est lourdement affectée par le trouble bipolaire. Elle ne prend sûrement pas sa médication. Type 2, là, on le voit encore, mais là, c'est l'hypomanie qui est touchée. On a des épisodes, là, on a encore 1, 2, 3, 4 épisodes hypomanie. Donc, la personne reste fonctionnelle, mais, oups là, hein? Puis elle tombe dans la mélancolie, elle aussi, dans la dépression caractérisée. Et zone de normalité, ils passent tous un peu par la zone de normalité. Vous voyez que ça ne dure pas très longtemps. Celui-là qui est plus riche en normalité, c'est notre cyclothymique. Mais ils ne nous disent pas qu'il est super heureux non plus. Hein? Un petit peu d'hypomanie, une fois de temps en temps, là, pas très prononcée et de courte durée. Pas de vraie dépression comme telle, mais une tristesse assez généralisée. Oui, on a un pic vers le bas d'un épisode dépressif majeur, mais le restant, ça reste comme la vie est plate, c'est triste, c'est moche, c'est sombre, sombre, sombre. Là, vous avez tous les critères qui sont décrits. Quel pôle on se retrouve? Pôle de la dépression, le pôle de la mélancolie et le pôle de la manie. Ici, c'est la représentation de la dépression, des troubles dépressifs, par rapport à l'approche intégrée. Donc, la dimension bio, psycho, sociale. Vous les avez ici avec des illustrations en fonction de différentes approches théoriques. Vous savez, théorie de l'apprentissage, théorie cognitive, ils ne se basent pas sur les mêmes prémices pour déterminer qu'est-ce qui peut provoquer la dépression et la maintenir. Et puis, sur la dimension sociale, eh bien, on voit encore là aussi des théories, dont celle que j'ai nommée tout à l'heure, la théorie de l'impuissance acquise ou apprise. Là. Elle va se retrouver aussi impliquée dans les facteurs de maintien de la problématique de la dépression. Voilà. OK, maintenant, ça soigne-tu? Bien sûr, bien sûr. On peut traiter les troubles de l'humeur. Il y a même des personnes qui n'éprouveront plus jamais d'épisodes dépressifs de leur vie. Un épisode et c'est terminé. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Pour plusieurs, il y a eu de la psychothérapie. Et pour plusieurs aussi, il y a eu de la pharmacothérapie. On va commencer par parler de la psychothérapie. Psychothérapie dynamique, rappelez-vous Freud. Les thérapies aussi behaviorales et cognitives. Fait qu'on va faire cognitivo-comportemental. Nous avons nos thérapies humanistes. Et puis, les modèles de méditation pleine conscience. Ça, c'est le nouveau modèle d'intervention sur lesquels on va faire travailler les gens pour faire face à leurs problèmes de troubles de l'humeur. Comment choisir quelle thérapie j'ai besoin? Eh bien, moi, je pense que si j'étais vous, ce que je viserais plutôt, c'est de commencer par voir la personne que vous allez rencontrer, le psychologue. Je vous réfère tout de suite à un psychologue, OK? Le psychologue que vous allez rencontrer. Quelle est son approche à lui? Essayez de voir dans quelle mesure ces techniques d'intervention correspondent à vos attentes. Son approche, comment il va fonctionner. On lui pose la question, là, qu'est-ce qu'on va faire dans nos rencontres? Le plus souvent, c'est lui qui va vous le présenter. Mais si vous n'êtes pas sûr, posez-lui la question, comment on va travailler ensemble? Il y en a qui vont dire, est-ce que je vais avoir des devoirs à faire à la maison? C'est drôle à dire, des devoirs. Et oui, dans les théories cognitivo-comportementales, le praticien, le clinicien, va amener la personne à poser des gestes concrets, puis à modifier ses façons de voir les choses, à se mettre en action.
Dans les théories psychodynamiques et humanistes, on va beaucoup plus être dans un travail d'introspection. Et on sait que dans les théories plus psychodynamiques, le retour sur l'enfance, sur le passé, va être des trucs à investiguer pour aider la personne à déterminer pourquoi elle est rendue là, puis qu'est-ce qu'elle peut faire à partir de maintenant. Ça va être un petit peu ça. Voilà. Une petite parenthèse. Ici, nous avons une dame qui est en session de psychothérapie. Je vous dirais que la façon dont elle est placée, allongée sur un divan et le thérapeute à côté d'elle, ils n'ont pas de contact visuel. C'est traditionnellement la position que prennent les clients face à leur psychologue, qui est d'orientation psychodynamique. Est-ce que ça se fait encore comme ça? Peut-être que oui pour certains, mais beaucoup moins. La néopsychanalyse, ils vont travailler beaucoup plus de la façon plus standard. Donc, oui, on se permet un regard. Poser le regard dans les yeux de la personne quand on lui parle, mais on lui permet aussi d'avoir une fuite du regard. Tu as le droit. Quand tu es en réflexion par rapport à une question qu'on te pose, quand tu dois décrire un événement de ta vie, tu ne veux pas nécessairement garder le contact visuel non-stop dans les yeux de ton intervenant. Alors, la position des chaises va faire en sorte que la personne puisse être à l'aise aussi de déployer son regard dans la pièce et revenir vers l'intervenant pour son confort. C'est ça. La pharmacothérapie maintenant, donc on parle de médicaments qui sont des substances psychoactives qui vont donc agir au niveau de ton cerveau. Ils vont remplacer tes neurotransmetteurs ou ils vont bloquer des entrées de tes neurotransmetteurs. Ils peuvent également inciter des cellules à produire des neurotransmetteurs. Dans la pharmacothérapie, ce qui est beaucoup connu, ce sont bien sûr les antidépresseurs. Il y en a qui sont inhibiteurs. Entre autres, inhibiteurs, on dit sélectifs de la recapture de la sérotonine, les fameux ISRS. Il y a les IRSN, donc les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Tu vois, c'est toutes ces... Donc, quand tu dis inhibiteur, la recapture, ça veut dire qu'il empêche. Il empêche tes cellules nerveuses, ton neurone, de recapter l'information qui vient de la sérotonine, qui devrait déclencher une impulsion dans tes neurones. On ne veut pas que ça fasse ça, parce que c'est ça, il y en a trop, ça circule trop. Il y a aussi d'autres types d'inhibiteurs, qui sont ceux de la monoamine oxydase, MAO, là, monoamine oxydase, mais là, un inhibiteur, donc qui empêche la recapture de ça, parce que c'est aussi impliqué dans les troubles de l'humeur. J'ai envoyé un tableau, la page suivante, c'est juste à titre indicatif. Quel type de médicament et quelle est leur fonction. On voit ici que les antidépresseurs sont classés en fonction des catégories que je vous ai données tout à l'heure. Des catégories de non-recapture qui inhibent la recapture des différentes molécules. Et puis, à gauche, vous avez le nom du médicament, en fait, le nom que la compagnie a donné au médicament qui décrit la molécule qui a été reproduite sur le plan pharmacologique et les effets complètement à droite. Sédation, c'est comme endormissement, ça endort. Anxiolytique, c'est que ça fait diminuer l'anxiété, le stress. L'autre, il endort, l'autre, il fait diminuer le stress. Donc, on va retrouver ça dans nos antidépresseurs. Des noms peut-être que vous connaissez, Effexor, Prozac. Prozac, lui, a un effet stimulant. D'ailleurs, on l'avait appelé la pilule du bonheur. On a vu que dans certains cas, elle pouvait avoir un effet contraire après un certain temps de prise de la posologie pour certaines personnes. Alors, il faut vraiment que ça soit évalué par le psychiatre ou le médecin de famille pour savoir quel type de molécule qui vous convient et dans quelle quantité vous avez besoin et avoir un suivi là-dessus, régulier. Souvent, la posologie va aller en gradation jusqu'à ce que vous ayez l'efficacité totale. Ça peut prendre jusqu'à 6 semaines avant que vous voyez les effets bénéfiques
de la médication. Alors, il faut être patient. C'est pas après 2 semaines, parce que ça peut être entre 2 et 6 semaines. Il y en a qu'après 2 semaines, oui, ça va fonctionner, mais la première semaine, tu dis, ouais, mais ça va rien, mes médicaments. Vous foutez ça aux poubelles. D'ailleurs, on ne fout pas ça aux poubelles. Hein? Non, 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 non. Vous voulez plus vos médicaments, allez les porter à la pharmacie. Mais moi, je vous conseille de les prendre. Si on les a prescrits, c'est pas pour rien. Alors, il faut attendre l'effet désiré, l'effet souhaité, donc on monte. Puis quand on arrête, c'est encore là, c'est pas vous qui allez décider quand est-ce que vous allez l'arrêter. Et si ça se fait, ça va se faire de façon progressive pour éviter les différents symptômes de sevrage. Dans certains cas, ça va être des problèmes d'insomnie qui vont se retrouver associés à ça, au type de problèmes neurologiques là, qui vont affecter la neurologie de ton cerveau. Fait qu'il faut y aller progressivement. La sismothérapie, les fameux électrochocs. Les électrochocs ont eu une très mauvaise presse il y a quelques années. En fait, en 1975, il y a un film culte qui est sorti. L'acteur Jack Nicholson, il jouait avec brio le rôle d'un personnage qui venait comme foutre le bordel dans un hôpital psychiatrique en demandant aux patients de réagir au mauvais traitement qu'on leur faisait subir dans l'hôpital psychiatrique. Vous comprendrez que toute la communauté médicale, communauté psychiatrique, a réagi fortement à ce film-là en disant que hey, c'est pas ça la réalité, là. Voyons donc, c'est pas de même que ça se passe dans les hôpitaux psychiatriques. Mais c'est un très bon film. Okay? Dites-vous bien, c'est une fiction. Il y a peut-être une petite part qui est basée sur la réalité, mais ils l'ont beaucoup amplifié, de toute évidence. Alors, les électrochocs, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une stimulation cérébrale. On envoie des décharges électriques dans le cerveau. Pourquoi faire? Pour activer les neurones. Pour qu'ils produisent les neurotransmetteurs qui ne produisent plus en assez grande quantité, ou pour faire leur job de produire des neurotransmetteurs qui vont bloquer la réception, c'est qui vont fermer la porte pour pas que ça soit en trop grande circulation. En fait, ça rééquilibre la chimie du cerveau, tout simplement. N'oubliez pas que les neurones, c'est électrique et chimique. Oui. Alors, quand on envoie l'électricité, eh bien, à l'autre bout du neurone, il y a la libération des neurotransmetteurs. Wow! Donc, plusieurs séances peuvent être nécessaires et ça fonctionne. Pourquoi on ferait ça? Eh bien, ce n'est pas tout le monde qui va avoir besoin d'électrochocs. C'est les personnes pour qui la médication n'a pas les effets escomptés. Après beaucoup de temps de prescription de médicaments et d'essais de différentes molécules, ça ne fonctionne pas. Là, ça va être un psychiatre qui va prescrire ce type d'intervention-là parce qu'il reste que c'est une intervention médicale. Vous voyez à droite la façon de fonctionner, donc ça se fait sous anesthésie générale. Pourquoi? C'est pas parce que c'est douloureux, c'est que ça crée des spasmes dans le corps et puis on préfère que le corps soit complètement au repos. Donc on va anesthésier, on va sédationner une personne et puis là on lui met quelque chose dans la bouche ici pour empêcher que la personne se morde la langue parce que ça crée des secousses, un peu comme l'épilepsie. Donc c'est ça, la personne est sous sédation intraveineuse, elle est complètement relaxe, elle n'a pas conscience de rien, et puis on envoie les décharges. Une douzaine de séances, souvent, ça fait l'effet escompté. Et puis, tu dis, est-ce que c'est permanent? Est-ce que la personne, après ça, elle est guérie de sa dépression? Malheureusement, non. Ça rééquilibre le système temporairement. Mais le cerveau, qui a déjà de la difficulté au niveau de la transmission de ses neurotransmetteurs, eh bien, son cerveau, il n'a pas nécessairement changé après avoir eu ces décharges-là. Donc, on retourne à la case départ et on procède à d'autres séances. Voilà. Donc, notre petite conclusion. On nous dit que les troubles de l'humeur, ben, c'est des perturbations de l'humeur qui sont exceptionnellement prolongées et sévères, suffisamment graves pour gêner le fonctionnement quotidien de la personne. Donc, elle n'arrive plus à faire qu'est-ce qu'elle faisait avant. Et puis, ça génère chez elle une souffrance significative. N'oubliez jamais. Bon, dans nos paragraphes, on nous dit que l'exposition au stress de la vie est associée à l'augmentation du risque de développement et de récurrence des troubles de l'humeur, surtout la dépression majeure. Donc, exposé à beaucoup de stress, ça va fragiliser la personne pour éventuellement développer les types de problèmes qui sont associés, que ce soit la bipolarité ou les troubles dépressifs majeurs et autres types de troubles. Récurrence, ça veut dire que ça revient. Donc, une personne qui a une dépression caractérisée, elle reprend les fonctions qu'elle avait avant,
se retrouvent dans le même milieu qui génère beaucoup de stress, eh bien, il peut y avoir une récurrence. Et voilà, on retombe encore dans le même pattern. Et encore une fois, en arrêt de travail, quand on parlait justement des burn-out, en arrêt de travail parce que la personne n'a pas changé son mode de fonctionner, sa façon d'aborder le travail, et le milieu de travail n'a pas changé. Récurrence, après 3 épisodes de dépression caractérisés, la personne, ce qu'on va lui suggérer fortement, c'est de poursuivre une pharmacothérapie à vie pour éviter une autre récurrence. Parce qu'à chaque fois qu'il a une dépression majeure ou dépression caractérisée, cette personne-là, ça va toujours de pire en pire. Ça ne diminue pas. Elle ne va pas être plus légère. Elle peut être plus grave, de plus longue durée, puis avoir des effets secondaires beaucoup plus effets secondaires, effets de la dépression plus intenses. Alors on veut stopper ça. On ne veut surtout pas qu'il arrive un drame dans la vie de cette personne-là et le drame ultime qui s'enlève la vie. Voilà. Bon. Ce qu'on dit aussi, c'est que certaines personnes sont plus résilientes face au stress, puis peut-être c'est à cause des facteurs psychosociaux, dont un bon soutien social. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, face à un même événement, il y a des personnes qui s'en tirent très bien, qui vont avoir c'est sûr, vivre de la tristesse. La tristesse, tout le monde peut vivre de la tristesse par rapport à tout plein de choses. Puis il y en a d'autres, carrément, cette tristesse-là va les plonger dans la mélancolie et la dépression. Et d'autres, ça va faire, cette émotion-là n'est que de passage. Puis on va parler de, bien sûr, on dit résilience, quand il y a des drames majeurs qui se retrouvent dans la vie de certaines personnes, il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres. Puis on sait que la résilience, il y a une bonne part héréditaire, ça fait partie des traits, mais aussi, les personnes peuvent apprendre à être résilientes quand ils côtoient des personnes qu'on appelle nos tuteurs de résilience.